Bienvenue à toutes et à tous pour de nouveaux faits. Carl Zéro sur 13e rue. Aujourd'hui, nous sommes en Terre Sainte. C'est ici, en Israël, que la petite Rose a disparu en mai 2008. Une histoire qui n'est pas sans rappeler celle de Maddie McCann. Souvenez-vous, nous avions couvert le sujet pour 13e rue également. La différence entre les deux, c'est que Rose, on a retrouvé son cadavre. Rose a été tuée par son grand-père, Ronnie Ron, un chauffeur de taxi israélien, devenu le petit ami de la mère de Rose qui était la femme de son fils Benjamin. Vous me direz, c'est un schéma familial pour le moins compliqué. Eh oui, et c'est pour ça que ça a suscité l'intérêt des enquêteurs, mais aussi surtout celui de la presse. Il faut dire qu'ici, le pays entier était sous le choc. Aujourd'hui, Ronnie Ron est accusé du meurtre avec préméditation de la petite Rose. De son côté, Marie-Charlotte est accusée de complicité. Et pourtant, tous les deux nient. Ils disent que c'était un tragique accident. Alors, était-ce un accident ou une mort absolument horrible, préméditée d'une petite fille de 4 ans, enfermée dans un sac et jetée dans une rivière? Pour le savoir, nous avons suivi pas à pas les policiers israéliens et remonté petit à petit la piste de Rose. Suivez-nous. 4 mois après sa disparition en Israël, la petite Rose est retrouvée morte dans une valise rouge, jetée dans une rivière de Tel Aviv. Le pays est bouleversé. C'est l'une des plus grosses enquêtes qui s'est passée ici. La disparition d'une petite fille, ça a touché tout le monde. Quand ils ont sorti le sac, ça a été quelque chose d'affreux. Personne ne s'est jamais soucié de cette petite fille qui a fini sa vie jetée dans une rivière. Son grand-père a avoué le meurtre avant de se rétracter. Qui est Ronnie Ron? Quelle était sa relation avec Marie-Charlotte, la femme de son fils, avec laquelle il a eu 2 autres fillettes? Le couple n'a, semble-t-il, pas su gérer les tensions de cette famille recomposée un peu particulière. Parce que, bon, être beau-père et grand-père... S'il y a quelque chose dont Marie se sent coupable aujourd'hui, c'est sa faiblesse de caractère et son aveuglement à propos de cet homme avec qui elle vivait. Je ne connais pas Ronnie. Je ne sais pas de quoi il est capable. Je sais qu'il est capable de voler la femme de son fils qu'il ne connaît pas. Mais donc à partir de là, je pense qu'il est capable de beaucoup de choses. Leur amour, que l'on a décrit comme passionnel, les aurait-il conduits au plus odieux des crimes? Voici la sordide histoire de Rose, l'enfant dont personne ne voulait. Nous sommes en octobre 2003. Rose vient de naître, ses parents sont à peine majeurs. Le jeune couple s'installe en région parisienne et Benjamin épouse Marie-Charlotte. Jusqu'à ce moment-là, oui, elle était très amoureuse de Benjamin. Ouais, ça, c'est... Enfin, je vous dis, c'était tout pour elle, quoi. Son mari, sa fille, c'était son bonheur, quoi. Tout simplement. Rose a moins d'1 an. C'est une ravissante petite fille aux yeux bleus. Benjamin reçoit alors un appel de son père, Ronnie Ron, qui vit en Israël. C'est là que tout bascule en réalité, mais évidemment personne ne le sait. Benjamin, qui n'a pas connu son père, reçoit effectivement un appel de Ronnie Ron, donc son père, et décide de venir le voir en Israël avec Marie et Rose. Mais voilà, Marie-Charlotte tombe amoureuse de son beau-père, Ronnie Ron. Moins de 2 mois après leur arrivée en terre promise, Benjamin quitte sa femme et rentre en France avec Rose, qui a tout juste 16 mois. Ils vivaient tous ensemble. Et quelque part, à un moment, l'amour a émergé entre Ronnie et Marie. Et quand Benjamin l'a découvert, qu'il a deviné ce qui se passait, il a dit à Marie, c'est soit Rose, soit Ronnie. Tu peux venir avec nous, tu peux rester ici, mais j'emmène Rose avec moi. Du coup, moi, ça m'a choquée forcément sur le coup, parce que c'est quand même une histoire particulière, quoi. Se marier et quelques mois après, laisser son mari repartir avec sa fille en France et rester avec son beau-père, c'est quand même pas banal. Là, ce qui est assez étonnant dans cette affaire, c'est qu'elle est vraiment le trait d'union entre le fils et le père. Elle est dans une relation incestueuse du fait de cette relation avec le père. Elle a des enfants avec le père de Benjamin, et donc ces enfants sont du même sang, je dirais, que Rose.
Et donc il y a quelque chose d'incestueux, on est dans un schéma oedipien, mais oedipien qui tourne très mal, parce que justement l'ordre symbolique n'est plus assumé là. On le voit avec cette histoire du père qui prend la place de son fils, et je dirais l'enfant est plus que la dernière preuve vivante de l'usurpation de la place du père. Marie-Charlotte laisse repartir Rose en France pour rester aux côtés de Ronnie Ron, son amant de 22 ans, son aîné. Marie n'avait pas de père. Elle a vu un homme de 45 ans qui portait bien, avec une personnalité très forte et beaucoup de charisme. Alors Marie est tombée amoureuse. Elle a vu en Ronnie ce père qu'elle n'a jamais eu et tout s'est bousculé certainement dans sa tête. Marie aimait follement Ronnie. De cet amour impossible vont naître 2 autres petites filles. Mais Rose manque à sa mère. En 2007, Marie-Charlotte obtient sa garde et l'autorisation de la ramener en Israël. Je crois qu'elle a une réaction de mère, c'est-à-dire sa fille lui manque, apparemment et pas non plus dans une situation tout à fait où elle comprend que sa fille n'est pas totalement heureuse. Et donc elle intervient pour récupérer sa fille. C'est banal en réalité. Marie-Charlotte, Ronnie Ron, leurs 2 fillettes de 18 et 8 mois, ainsi que Rose, 4 ans, sont installées à Netanya, une petite cité balnéaire au nord de Tel Aviv. Trimballée d'un pays à l'autre, la petite Rose ne va pas très bien. La gamine, elle était apeurée par ce père. On ne pouvait pas la caresser, qu'elle prenait une défense. On sentait bien qu'il y avait quelque chose, un malaise. Mais ils faisaient quoi? Ils allaient à la plage comme ça, par exemple? Ils l'enfermaient plutôt. Ils sortaient rarement. On ne voyait pas dans les rues. Et la maman, tu lui as parlé, Marie-Charlotte? Une fois, elle est descendue avec ses 2 bébés, mais on ne lui a pas parlé. Parce qu'ici, en fait, non mais tout le monde se connaît ici, non? Oui, mais pas ce genre de personnes. Ils étaient très secrets, très distants par rapport au voisinage. Très à part. Très à part. Et lui, il parlait français? Ronnie Ron? On ne lui a jamais parlé, à peine s'il disait bonjour. Selon les témoignages des voisins, il s'agissait d'une famille renfermée, qui n'avait pas de lien avec l'extérieur. Du coup, c'est très difficile de savoir ce qui se passait au sein du foyer. La plupart ne savaient même pas que Rose n'était pas la fille de Ronnie. Les voisins n'en diront guère plus, mais Rose a du mal à se faire une place au sein de sa nouvelle famille. Marie-Charlotte avait de grands rêves pour sa fille Rose. Elle rêvait de fonder une famille unie, de voir grandir ses 3 petites filles dans une seule et même famille. Elle se souvenait de la petite Rose d'avant, avant qu'elle ne reparte en France. C'était une enfant souriante, heureuse. Un petit bébé qu'elle chérissait, mais il semble que Rose a eu beaucoup de problèmes quand elle était séparée de sa mère, et même en arrivant ici. Très vite, il semble que voilà, la mayonnaise n'a pas pris, concrètement. La famille recomposée, et de la même manière que Ronnie Ron n'était peut-être pas taillé pour se confronter à une situation de ce type, Marie ne l'était sans doute pas non plus. Elle est très jeune, elle a eu Rose très jeune. Enfin, elle me disait, ça se passe mal entre nous deux, on ne se reconnaît pas toutes les deux en tant que mère et fille, mais elle vivait mal. Elle me disait qu'elle culpabilisait beaucoup parce qu'elle autant Marie-Charlotte que Rose, elle n'arrivait pas à se rapprocher et à avoir l'affection qu'elles auraient dû avoir toutes les deux. De son côté, la police affirme que Marie-Charlotte a eu des propos très durs concernant sa fille. Elle ne savait pas comment s'occuper de Rose. C'est ce qu'elle dit d'ailleurs dans des conversations qu'elle a par mail avec une de ses amies en France. Elle raconte que Rose se comportait comme un monstre et qu'elle dérangeait la vie des 2 autres enfants. Alors elle a demandé à Ronnie de l'aider à trouver une solution pour l'enfant. Ronnie a pensé à sa mère et c'est à ce moment-là qu'il a mis Rose chez sa mère Viviane. Rose passait ses journées enfermée chez Viviane.
Viviane vit à quelques rues de chez son fils, dans une résidence du centre de Netanya. Selon la voisine de palier, une jeune femme russe qui a un petit garçon de l'âge de Rose, il semble qu'à ce moment-là, la fillette allait mieux. Elle ne veut plus parler aux journalistes, mais elle confirme ce qui a été dit dans la presse. Dès que Rose est arrivée dans notre immeuble, elle jouait souvent avec mon fils. Ici, avec sa grand-mère, elle était heureuse. Quand elle est arrivée, elle n'allait pas bien. Vraiment pas bien. Mais à la fin, j'ai vu qu'elle allait beaucoup mieux. Le problème, c'est que Rose n'est toujours pas inscrite à l'école. Viviane avait du mal à mener sa vie à cause de son âge et ses problèmes de vue. Ça lui était difficile de s'occuper de la fillette au quotidien. Elle voulait que Rose aille dans une crèche au moins quelques heures par jour. Viviane va avoir des explications à plusieurs reprises avec Ronnie à ce propos. La grand-mère fait une espèce de chantage, dit « Écoute, si tu ne l'inscris pas dans une école, moi je ne m'en occupe plus ». Sur ce, comme Ronnie ne veut pas, bon, pour des raisons que j'ignore, il récupère la petite, donc ce fameux 12 mai, et voilà, elle disparaît. Personne ne s'en inquiète parce que justement, Rose n'est inscrite nulle part. Donc là, on est dans des contradictions. D'un côté, il y a rupture, de l'autre, il y a quelque chose qui tient dans cet enfant. L'enfant est toujours un être de désir, et là, on ne tient pas compte de son désir dans cette affaire. C'est vraiment l'enfant-objet, et un objet, ça se manipule, ça se triture et ça se casse. Et il faudra attendre 3 mois pour que la police ouvre une enquête sur la disparition de Rose. Rose a été vue ici pour la dernière fois le 12 mai 2008. Elle était encore vivante ici, dans cette superbe station balnéaire de Netanya. La famille, bizarrement recomposée, vit ici, derrière moi, dans ce modeste immeuble, mais qui est quand même en bord de mer. Rose vient de fêter ses 4 ans, et elle a du mal à s'adapter à cette nouvelle vie dans ce pays où on parle une autre langue que la sienne. Et c'est la mère de Ronnie, c'est-à-dire l'arrière-grand-mère de Rose, vous me suivez, qui va donner l'alerte. La grand-mère avait récupéré pendant un temps Rose chez elle, et les choses allaient mieux. Évidemment, c'est moins chic. C'est pas sur le bord de mer, mais la petite se portait plutôt mieux. Mais voilà qu'un beau matin, exactement le 12 mai 2008, Ronnie déboule, il prend la petite sans un mot, il l'embarque, et depuis ce jour-là, plus aucune nouvelle. L'alerte est donnée durant l'été. La police locale fournit un numéro vert et gratuit pour que d'éventuels témoins se manifestent. Malheureusement, aucun témoignage intéressant ne sera retenu. Et ce que les enquêteurs ne disent pas, c'est qu'ils ont déjà 2 suspects en garde à vue. C'est Viviane qui a donné l'alerte durant l'été auprès du service du bien-être, un service social en Israël qui s'occupe aussi bien des relations de voisinage que des relations familiales. Viviane s'adresse également au service pour la protection de l'enfance avant d'aller à la police locale le 3 août. Elle a commencé par nous dire que sa petite fille ne s'était pas montrée. Elle n'avait plus de nouvelles ni de la part du beau-père, ni de la mère. Cela nous a laissé penser qu'une enquête devait être ouverte. Une équipe spéciale a été mise en place pour rechercher cette petite fille. Et malheureusement, voilà comment a débuté cette triste histoire. Le dossier est jugé suffisamment sérieux pour être confié à la police du district central du pays. C'est l'équipe des investigations criminelles qui s'en charge. Les policiers se rendent plusieurs fois à Netanya pour entendre les parents de Rose, mais ils demeurent introuvables pendant plusieurs jours. Le 12 août, la police les a enfin trouvés à leur domicile. Et Ronnie Ron n'a pas pu nous fournir une explication cohérente. Il nous a envoyés dans un jardin public, puis chez Viviane, la grand-mère. Ensuite, il nous a dit qu'elle était dans une école française. Il a donné une succession d'explications contradictoires. Nous avons eu alors de gros doutes sur le sort de l'enfant. Ronnie Ron donne des explications de plus en plus déconcertantes. Celles de Marie-Charlotte ne sont pas claires non plus. La petite a disparu, mais personne ne semble s'en inquiéter.
Comme Marie-Charlotte était la mère de Rose, on attendait plus de responsabilités de sa part. Elle ne donnait aucune explication sur la disparition de sa fille. Et dans sa façon de s'exprimer, nous avons compris qu'il y avait un gros problème concernant Rose. Pendant les vacances, Viviane a averti les grands-mères en France qui lancent un avis de recherche dans le journal Le Parisien. Fin août, un article est consacré à la mystérieuse disparition de la petite fille aux yeux bleus et aux cheveux châtains. Et donc entre le 12 août et le 25 août, rien n'a filtré dans la presse israélienne. Rien n'a filtré parce que la police avait mis blackout total. L'enquête a d'abord été tenue secrète. Nous ne voulions pas que les informations sur nos recherches soient divulguées. On craignait qu'une mise à jour de nos investigations dans la presse compromette l'enquête. Selon la police, l'affaire pourrait s'avérer comme l'une des plus dramatiques qu'Israël ait jamais connue. Ce qu'il y a de fascinant dans cette histoire, c'est qu'il y a 4 générations présentes, un peu comme on le voit dans les tragédies. Dans la tragédie oedipienne, l'oracle avait été déjà donné au père d'Oedipe. Et donc là, on voit, il y a Rose, il y a ses parents, 2e génération, 3e génération, Ron, le père de Benjamin, et 4e génération, la mère de Ron, puisque l'enfant est confié à la grand-mère. À partir du moment où elle est sortie dans le Parisien, vous imaginez bien que les médias israéliens sautent dessus. Donc l'affaire a dû sortir le 24 août dans le Parisien et le 25 août ici. Voilà. Alors Rose est en première page et Rose va être en première page de tous les journaux israéliens toute la semaine qui va suivre. Les policiers lancent leurs recherches tout azimut, mais déjà, de gros soupçons pèsent sur les parents de la petite fille. Au début, ce que nous a confié le beau-père, c'est qu'il ne l'avait pas vue depuis un bon bout de temps. Il avait essayé de la retenir, mais elle était retournée en France, à l'étranger. Nous avons aussitôt vérifié toutes les informations, à savoir si elle avait été enregistrée sur un vol, mais il s'est avéré que non. Ensuite, on a continué à interroger séparément le beau-père et la mère. On ne pouvait toujours pas comprendre si Rose était en vie ou non. On ne savait toujours pas où elle se trouvait. C'est pour cela que nous avons décidé d'arrêter Ronnie Ron, Marie-Charlotte et puis Viviane, pour pouvoir avancer dans l'enquête. Viviane est donc la dernière personne à avoir vu la fillette en vie. Les policiers veulent en savoir un peu plus sur cette fameuse journée du 12 mai où Ronnie est venu récupérer Rose chez la grand-mère. Ce jour-là, quand il est venu, Viviane lui a dit « S'il te plaît, prends Rose ce soir, je dois sortir, il est tard. S'il te plaît, prends-la, occupe-toi de cet enfant, essaie de trouver un institut ou une crèche. » Ronnie lui a alors répondu « Ne t'en fais pas, tu ne la reverras plus jamais. » Les policiers ne vont pas lâcher le grand-père, ils l'interrogent sans relâche. Je peux vous dire qu'il a été interrogé constamment. On a demandé au tribunal de pouvoir le maintenir en garde à vue. Du coup, il a été interrogé sans relâche par nos enquêteurs. Et finalement, au bout de 10 jours, il a craqué. Il nous a fait des aveux en bonne et due forme. Ça s'est passé comme ça. Et le 17 août, Ronnie Ron passe enfin aux aveux. C'est lui qui a tué la petite Rose dans un excès de colère. Il a décidé de récupérer Rose chez Viviane pour la ramener à la maison. Mais en chemin, elle l'a énervé. Il lui a donné un coup sur le visage. Et après, quand il s'est retourné, il a vu qu'elle saignait. Il est allé sur le bord de mer, à Netanya. Il a arrêté sa voiture et là, il s'est rendu compte qu'elle était morte. Elle saignait de la bouche, des oreilles et du nez. Il ne savait plus quoi faire. Dans le coffre, il y avait un sac avec ses vêtements qu'il avait ramenés de chez Viviane. Il a mis Rose dans le sac et l'a jetée dans la rivière du Yarkon. Mais Ronnie Ron va aussitôt se rétracter. Trop tard.
Les policiers sont convaincus de sa culpabilité, mais ils n'excluent toujours aucune autre piste. L'enquête a continué à partir des révélations obtenues auprès du beau-père et de la mère. À chaque fois, on vérifiait si leurs témoignages étaient concordants. Nos enquêteurs ont clairement conclu que les aveux étaient crédibles et que le beau-père l'avait tué. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver la petite fille. Mais les enquêteurs sont désormais persuadés qu'ils ne la reverront pas vivante. J'ai très vite pensé qu'elle n'était plus en vie à cause du comportement de Ronnie Run pendant que nous l'interrogions. Sa façon de parler, ses pleurs, j'ai vite compris que Rose était morte. Tandis que les enquêteurs sillonnent les environs de Netanya, où Rose a été vue pour la dernière fois vivante, des unités d'élite de la Marine nationale sont dépêchées pour sonder la rivière où Ronnie dit avoir jeté le petit corps. Il a tué sa petite fille dans un excès de colère, mais c'était un accident. Il était au volant, un peu comme moi, elle devenait pénible derrière. Alors, il s'est retourné et il dit qu'il lui a mis une claque comme ça, mais un peu forte, et qu'il l'a tué. Dans la panique, il a fait disparaître le corps, et puis évidemment, après, il s'est rétracté. Alors les enquêteurs sont dans l'impasse, et Rose demeure introuvable. Les moyens déployés par la police sont énormes. Les recherches se poursuivent dans les environs de Netanya pour tenter de retrouver la petite fille. Les enquêteurs suivent d'autres pistes autour des différentes versions données par Ronnie. Rose aurait été placée dans un soi-disant couvent français, puis dans des écoles talmudiques. Il est même question d'agences de placement d'enfants dans les territoires palestiniens. Ces pistes s'avéreront toutes aussi fausses les unes que les autres. Pendant ce temps-là, les enquêteurs français, eux, se penchent sur la famille de Rose, en Normandie et en région parisienne, où son père, Benjamin, a refait sa vie. Il a trouvé une autre femme et il a même un nouvel enfant. Pourquoi a-t-il laissé Rose repartir en Israël? Décidément, on ne lui aura pas laissé beaucoup de place à cette petite fille de 4 ans. En France, le père de Rose, sous le choc, déplore avoir tout appris par les journaux. Depuis 2007, je n'ai jamais eu de nouvelles de Rose. Jamais. Jamais de nouvelles de Rose. Jamais. Comme je vous l'ai dit, ils ont changé d'adresse, ils ont changé de numéro de téléphone. J'ai jamais pu retrouver. Alors pourquoi la justice française lui a-t-elle retiré la garde de sa fille? De sérieux soupçons de maltraitance ont pesé sur lui. Enfin, Benjamin s'est retrouvé une copine avec qui il a eu un petit garçon. Et Rose n'était pas acceptée non plus dans la famille. Elle s'est retrouvée hospitalisée parce qu'il y a des gens à l'école, etc., qui ont remarqué qu'elle avait des traces de coups, etc. Donc elle a été hospitalisée quelque temps. Quand Marie a su que sa fille était à l'hôpital parce qu'elle était battue par un de ses proches, elle est partie la voir. À cette époque, Rose était placée dans un foyer. Alors, Marie a décidé de ramener Rose en Israël. Après enquête des services spécialisés, aucune charge n'a été retenue contre Benjamin, le père de Rose. Parce qu'elle n'avait pas de parole et qu'elle faisait pipi caca, on a semblé nécessaire d'aller voir Et on a suivi le médecin pédopsychiatre Hôpital avait fait un dossier et ce dossier-là, Isabelle ne l'a jamais oublié et a dû le redire à la presse, israélienne, française, je ne sais pas. Et aujourd'hui, les médias l'ont transformé et on dit qu'au fait, si elle était à l'hôpital, c'est parce qu'elle avait été battue. Battue par qui? Par son père. Battue par son père, c'est devenu violée par son père. Et voilà quoi. Et puis moi, bien sûr, jusqu'à maintenant, j'ai eu une enquête sur moi, mais je suis tranquille quoi. Voilà, ça paraît complètement aberrant comme histoire quoi. Toutes les pistes ont été explorées. Plusieurs d'entre elles nous ramenaient en France vers le père biologique qui a été interrogé sur place afin d'en savoir un peu plus. Ça a été un autre élément de l'enquête. Le volet français de l'enquête en restera là. Tandis qu'en Israël, le 9 septembre, les suspects comparaissent devant le tribunal. Aucune inculpation n'a encore été prononcée. Tant que le petit corps n'a pas été retrouvé, mais tout
Tout les accable. Devant les caméras, Marie-Charlotte, âgée de 23 ans, apparaît comme une enfant perdue. Elle déclare en anglais ces quelques mots. I'm sorry. That was not here for her. You miss Rose? I want my little girl back. I want my baby back. Do you know what happened? Do you blame Ronnie? Where, Ronnie? I couldn't imagine what he do to my girl, to my baby, to my heart, to my Rose. Leur garde à vue est finalement prolongée de 10 jours, ce qui laisse le temps aux enquêteurs d'interroger à nouveau les suspects pour tenter d'éclaircir les circonstances de la disparition de l'enfant. Car depuis ses aveux, Ronnie Ron s'est rétracté au tribunal. Les journalistes tentent de lui arracher des explications. En vain. Après un certain temps, il a compris qu'il ne trouvait pas le corps. Alors il a offert un spectacle pathétique devant les caméras. אז למה אמרת? למה? כי אימון, הילדות הקטנות שלי, סיפרתי לך בדיוק שתשדרי את זה. תספר שוב. רק איפה היא ונגמור עניין. רוני, אז איפה היא נמצאת? תלכו לסבתא, תלכו לאמא שלי, מנופולטיבית, תלכו אליה. תן לי לצאת. למה עכשיו Les journalistes qui ont ouvert l'audience au tribunal lui hurlaient dessus. Où est le corps? Où est le corps? S'il te plaît, aide la police, qu'on en finisse avec tout ça. Il n'a pas voulu répondre à quiconque. Mais à la fin, quand il a compris que l'enquête allait durer, il a crié devant les caméras. Vous devriez aller voir Viviane et lui demander où est Rose car elle sait. Elle est coupable. Arrêtez de sonder la rivière parce qu'elle n'y est pas. Recommencez les recherches parce qu'elle n'est peut-être pas morte. 2 jours après ça, ils ont trouvé le corps dans le Yarkon. Nous sommes donc sur les bords du Yarkon, une rivière qui traverse Tel Aviv, et c'est un parc très apprécié de l'ensemble des habitants. C'est ici que les policiers ont repêché un sac de voyage de couleur rouge contenant les restes de Rose. La nouvelle a fait évidemment l'ouverture de tous les journaux télévisés. Ce jour-là, les programmes des chaînes israéliennes sont carrément arrêtés pour diffuser en direct la macabre découverte. Bonsoir et bienvenue à tous dans cette édition spéciale pour de nouveaux rebondissements dans l'affaire de la petite Rose. Les plongeurs ont repêché une valise. Depuis 3 semaines qu'ils sondaient le fond de la rivière, enfin le 11 septembre, les plongeurs repêchent le bagage au macabre contenu. Les caméras filment en direct, les plongeurs à l'œuvre, l'image fera le tour du monde. Le pays entier accuse le coup. Il y a eu un flash spécial qui nous a annoncé ça et ça a été retransmis à la télé. Donc on a vu en direct ressortir le sac de l'eau. Ouais. Ça a été quelque chose de... C'est affreux. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut le qualifier, ça on ne peut pas qualifier une chose pareille. Partout dans le pays, tous les gens ici ont été extrêmement choqués par cette affaire. En Israël, je n'ai pas le souvenir d'une histoire aussi
aussi horrible que celle de Rose. Ce sont les indications données par Ronnie qui ont permis aux enquêteurs de retrouver le fameux sac rouge contenant le cadavre en décomposition de la fillette. Après des aveux circonstanciés, Ronnie a bien tenté de se rétracter, mais maintenant qu'on a retrouvé le corps de Rose, son grand-père reste le principal suspect et la mère de Rose, Marie-Charlotte, est soupçonnée par la police d'avoir joué un rôle dans la disparition de la fillette. C'est elle qui aurait poussé Ronnie à se débarrasser carrément de Rose. C'est le point de vue des enquêteurs avec qui nous sommes revenus sur les lieux du drame. Les policiers ont emmené Ronnie sur les bords du Yarkon, après avoir obtenu ses aveux. Face à cette femme au caractère bien trempé, Ronnie, qui n'est pas insensible à son charme du Sud, avoue tout. Ronnie m'a confié son enfance. Au début, je n'en parlais pas à mes collègues. Je voulais faire plus ample connaissance avec lui pour mieux le comprendre et surtout pour mieux cerner le personnage, afin de faire avancer l'enquête. Après nous avoir baladés en toutes sortes d'endroits, Ronnie était assis en face de moi et il a commencé à vraiment me parler. Ronnie a eu plus de facilité pour expliquer ce qui s'était passé, surtout avec moi, car nous sommes entrés dans une relation de confiance. Il a compris que je l'écoutais sans porter aucun jugement. C'était ma méthode pour avancer dans l'enquête. Et finalement, ça a payé. Les recherches dans le secteur se sont poursuivies nuit et jour, avant que Ronnie ne leur livre des informations précises sur l'endroit où il avait jeté le corps de l'enfant. Les autorités ont même envisagé d'assécher le cours d'eau. Mais les dépenses étaient déjà énormes, alors vous imaginez le coût d'une telle opération. Et puis Ronnie a donné tous les détails de son épopée criminelle. Ronnie est descendu vers l'eau du Yarkon et il a jeté le sac rouge. C'est ce qu'il nous a dit au tout début. Nous avons mis en place d'énormes moyens technologiques. Nous avons fait appel à des sociétés très spécialisées de recherche d'objets sous l'eau. Les plongeurs et les enquêteurs étaient à l'affût de n'importe quel vêtement d'enfant, d'une sucette ou tout autre objet pouvant appartenir à un enfant. Ils ont travaillé jour et nuit. Ronnie n'a pas seulement jeté la valise, il a précisé qu'ensuite il a surveillé où elle se dirigeait. Et pour pouvoir la suivre, il est monté sur le pont. Les plongeurs ont repêché le sac à une centaine de mètres d'où Ronnie dit l'avoir vu couler. Voilà. Ronnie nous a dit qu'il était monté ici, d'où il pouvait surveiller la valise. Elle flottait en direction de l'autre rive. Il allait et venait en observant toujours cette valise qui ne coulait pas. Il prétend qu'il a songé à sauter dans la rivière pour se suicider. Mais il a alors pensé à Marie-Charlotte et aux enfants. Et il s'est dit non, ne fais pas ça. À ce moment, la valise a sombré dans la rivière et il est retourné à sa voiture. Les recherches dans la rivière ont été retardées par la pollution de l'eau. Enfin, au bout de 3 semaines, un plongeur a aperçu un sac qui ressemblait à la description qu'en avait faite Ronnie. Je crois que c'est par là. Nous avons repêché la valise dans cette zone. Nous l'avons sorti de l'eau et nous l'avons aussitôt envoyé au centre médico-légal. Le corps de Rose se trouvait bien dans la valise avec quelques vêtements. Ce qui s'est passé, c'est que l'un de nos plongeurs a trouvé la valise qui correspondait à la fois à la couleur et à la taille de la valise, mais aussi à l'endroit qu'il nous avait décrit. Et malheureusement, ça correspondait aussi à la taille du corps d'une petite fille de 4 ans. La police scientifique a ouvert la valise pour en examiner le contenu. Le corps était disloqué. La vue d'un cadavre qui a si longtemps séjourné dans l'eau, c'est vraiment dur. Le contenu du sac a été immédiatement analysé par la police scientifique. Les tests ADN ont confirmé qu'il s'agissait bien des restes de Rose.
Quand nous avons retrouvé le corps de Rose, nous étions abattus par la tristesse. Nous avions compris que c'était fini. Notre douleur était mêlée à un certain soulagement, car nous pouvions enfin offrir à Rose une sépulture digne de ce nom, et non pas un sac jeté dans les eaux d'une rivière. Le vendredi 12 septembre, jour de Shabbat, de nombreux Israéliens se sont recueillis sur les berges du Yarkon en souvenir de Rose. Il y a eu également des hommages rendus sur Internet à la petite fille aux yeux clairs, faisant le rapprochement avec la petite Maddie McCann. Tandis que la tragique histoire de Rose ébranle le pays tout entier, 2 autres cas d'infanticide surgissent au même moment. Le vendredi 29 août, une mère noie son enfant dans la mer. Et tout de suite se rend à la police pour dire qu'elle a tué son enfant. Bon. Et le mardi 2 septembre, c'est-à-dire 8 jours après que l'histoire de Rose est éclatée dans la presse israélienne, une 3e mère noie aussi son enfant dans la baignoire. Malheureusement, plusieurs jours après, 2 autres affaires ont éclaté, c'est vrai. L'histoire de Rose a pu influencer ces mères dans leur passage à l'acte. Bon, certains psychologues, notamment dans la police, émettent l'hypothèse, ils ne la affirment pas parce qu'on ne peut être sûr de rien, mais que la vague médiatique qu'il y a eu sur Rose, parce que vraiment il n'y avait plus que ça, quoi, qui était abordée dans les médias pendant une semaine, la première semaine en tout cas, a libéré d'une certaine manière des parents, des mères en l'occurrence, qui étaient sur le fil. Ce qui nous paraît hasardeux, là, parce qu'on se dit quand même les familles n'ont pas de rapport entre elles, il arrive des catastrophes dans le même pays, qui est un petit territoire, les mêmes catastrophes. Ce qui nous paraît du hasard n'en est probablement pas un, mais pour des raisons que l'on ignore, et que je me garderais bien de remplir par de l'explication psychologique, parce que les facteurs sont très nombreux. Il y a à la fois des facteurs inconscients, des facteurs sociologiques, des facteurs, enfin ce qu'on appelle d'un terme qui cache tout, environnementaux, etc. Alors, fallait-il que les médias en parlent autant ? En ce début de rentrée scolaire, les angoisses n'ont épargné aucun parent. Les pouvoirs publics se devaient de réagir. Un vaste débat sur les maltraitances d'enfants a eu lieu dans le pays pour renforcer les lois sur la protection des mineurs. Après la police et les médias, c'est l'opinion publique qui s'est emparée de l'affaire. Tout le monde en parlait à Netanya, aussi bien les Français que les Israéliens. Tous les matins, vous les voyez avec les journaux. Au début, Revital Swede était l'avocate de Ronnie. Et parce que c'est une femme et une mère, il y a eu énormément de critiques à son encontre. Revital Swede est l'avocate des plus grands criminels du pays. Pour des raisons de procédure, elle ne pouvait plus suivre les 2 dossiers, alors elle a conservé celui de Marie-Charlotte. C'était évident que je devais défendre Marie. Aussi à cause de son parcours personnel, qui est unique et très touchant. Désormais, l'avocat de Ronnie Ron, c'est Gil Friedman. Cet ancien policier rattaché à la sécurité israélienne a lui aussi fait l'objet de nombreuses critiques en prenant sa défense. Dans le pays, tout le monde le hait. Et dans ma vie privée, j'en ai payé les conséquences. Quand j'ai pris cette affaire, ma femme était très en colère contre moi. Je crois que pendant 4 jours, j'ai dormi sur le canapé. Le 22 septembre, l'acte d'accusation tombe. Ronnie Ron est accusé de meurtre avec préméditation et Marie-Charlotte de complicité. Ils ont voulu la choquer pour tester sa réaction. Alors, ils lui ont balancé des photos du sac ouvert avec toutes les affaires de Rose. Sans le corps. Mais toutes ces affaires étaient là. Ils lui ont balancé des photos. Ça l'a bouleversée. Elle s'est mise à pleurer, à crier. Ça a été un moment très dur. Avant l'annonce des résultats des tests ADN, le quotidien israélien Haaretz va publier une lettre écrite par Marie-Charlotte à sa petite Rose.
Les termes sont assez émouvants, vous allez voir. Elle dit « Rose, je suis désolée de ne pas avoir su te comprendre ton angoisse, ta souffrance, savoir juste comment te prendre dans mes bras, te dire combien je t'aime, si tu savais comme c'est difficile d'être une jeune maman. » Des paroles qui sonnent comme un aveu, me direz-vous. Pourquoi Marie-Charlotte a-t-elle voulu récupérer sa fille si elle savait d'avance qu'elle n'était pas capable de la rendre heureuse? Et puis Ronnie, est-il ce monstre décrit par l'ensemble des médias ici? Dépeint par les uns comme étrange et comme manipulateur par les autres, Ronnie a donné du fil à retordre aux enquêteurs. Il m'est difficile de dire ce que je crois chez Ronnie, car il est très manipulateur. Il a essayé de nous tromper, c'est un très grand comédien. À 45 ans, Ronnie n'est toujours pas marié et professionnellement, il cumule les petits boulots. Ronnie était connu comme un homme charmant. Il a eu beaucoup de femmes, les femmes l'aimaient. Un homme avec de la prestance, un homme souriant, qui avait du succès. Il a fait des études, terminé son service militaire. C'est ce qu'on appelle un homme comme tout le monde. Mais il ne s'était pas vraiment trouvé. Il avait vaguement tenté de faire du business aux États-Unis. Il est revenu en Israël et finalement, il est devenu chauffeur de taxi. Le père de Ronnie est mort il y a 2 ans, un père avec lequel il ne s'entendait pas plus qu'avec Viviane, sa mère, qui ne l'a jamais aimé selon lui. Né en Israël, Ronnie avait 3 sœurs, dont l'une a été assassinée. Une tragédie de plus, en somme. C'est vrai que sa sœur avait quitté la famille depuis très longtemps et n'était plus en contact avec eux. Elle a été assassinée 1 an auparavant dans un taxi par un voleur. Il m'a confié qu'il a toujours été sous la coupe d'une famille violente qui ne s'occupait pas de lui. Son père et sa mère l'ont frappé toute sa vie. Ils ne l'aimaient pas, ils ne lui ont pas donné d'amour. Ronnie est au chômage lorsqu'il s'installe avec Marie-Charlotte. Leur relation passionnelle va nourrir les soupçons de la police. D'après ce que l'on a pu comprendre, il y avait une passion très très forte entre les deux. Marie-Charlotte était dépendante de Ronnie et Ronnie était lui aussi dépendant de Marie-Charlotte. Il y avait une relation de symbiose entre eux. Selon les policiers, Ronnie se serait débarrassé de Rose par amour pour Marie-Charlotte, qui ne supportait plus sa fille, issue de sa première relation avec Benjamin. Mais Ronnie a toujours maintenu qu'il s'agissait d'un accident. J'ai lu ses aveux. Après avoir avoué à la police qu'il lui avait fait du mal, enfin qu'il l'avait frappé, il a toujours donné la même version des faits. Il lui a donné un coup et elle est morte. D'accord. Mais si c'est un accident, pourquoi n'a-t-il rien dit à la police? Pourquoi a-t-il dissimulé le corps de Rose? Pour les policiers, le couple diabolique a tout fait pour se débarrasser de la petite fille, devenue trop encombrante. Ronnie reste le suspect numéro 1 dans cette affaire de meurtre. Mais nous savons qu'elle avait des informations. Elle savait que la petite fille avait disparu. Nous savions qu'ils étaient ensemble à ce moment-là, et elle n'est pas venue alerter la police de la disparition de sa fille. Par conséquent, pour nous, oui, elle est complice. De son côté, la mère de Rose affirme qu'elle n'est au courant de rien. Elle croyait que Ronnie avait inscrit Rose dans une école française. Il le lui avait dit. Elle avait demandé à Ronnie d'inscrire Rose dans un pensionnat français et Ronnie lui avait dit d'accord. En réalité, ce n'est pas qu'elle ne se souciait pas de savoir où était son enfant, mais elle pensait que Rose était dans une école française. Mais lorsqu'ils visitent l'appartement, les policiers constatent que les affaires de la petite fille ont toutes disparu, comme si Rose, finalement, n'avait jamais existé. Le sac de couchage spécifique à Rose avait disparu. Son lit, ses vêtements, il n'y avait plus rien. Et jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons toujours pas où sont les affaires de Rose. La police peut dire ce qu'elle veut. Je ne suis même pas sûre que cet officier de police a été dans la maison. Moi, j'y étais et je suis une mère. Et j'ai vu là-bas des jouets qui pourraient très bien être les jouets d'un enfant de 4 ans.
Et à propos du lit, Rose n'a pas disparu la veille du jour où la police est venue à la maison. Alors, nous pourrions accepter le fait qu'il y aurait dû avoir un lit là-bas. Mais Rose a disparu environ 1 mois ou 1 mois et demi avant. C'est ce que nous soutenons. La police, elle, dit beaucoup plus longtemps. Selon la police, la petite serait morte en mai, on l'a dit. Mais rien n'est vraiment sûr. De nouveaux éléments troublants sont apparus au cours de l'enquête. Et notamment celui-ci. Ronnie serait venu ici, courant juin, plusieurs fois, 4 fois, demander de l'aide auprès de cet organisme religieux chargé de placer les enfants dans des écoles religieuses. Un témoin l'affirme. C'est ce que dit Marie-Charlotte également. Alors, Rose était-elle déjà morte lorsque Ronnie a fait tous ses efforts pour lui trouver une école ? À quand remonte la mort de Rose et dans quelles conditions la fillette a-t-elle été tuée? L'autopsie aurait pu déterminer tout cela, mais le corps a trop longtemps séjourné dans l'eau. Le corps était dans un état de décomposition totale. Et donc, en réalité, l'autopsie, à part confirmer que c'était bien Rose, ne pouvait absolument donner aucun indice supplémentaire à la police. De telle sorte que dans l'acte d'accusation, il est indiqué que la police n'arrive pas à déterminer si Rose était morte ou pas quand elle a été mise dans le sac. Ce que l'on sait, comme en témoigne ce document d'enquête, c'est que Ronnie a cherché à inscrire sa petite fille dans une école religieuse française, où il s'est déplacé à plusieurs reprises au mois de juin. Mais Rose n'étant pas juive, aucune école n'a voulu l'accepter. Il cherchait une solution pour elle, pour l'inscrire dans une école, un endroit où elle puisse aller. Mais il n'a pas trouvé et personne ne voulait l'aider. C'est ce qu'il dit. Nous avons vérifié le fait que Ronnie aurait essayé, même après sa mort, je dis bien même après sa mort, il aurait essayé de lui trouver une place dans une école religieuse française. En effet, mais il n'y a eu aucune tentative de s'adresser à des services spécialisés, services compétents, des services officiels. Selon le couple, Rose était donc encore en vie au début de l'été. Voilà pourquoi Marie-Charlotte ne s'est pas alarmée plus tôt de la disparition. Difficile à avaler pour les enquêteurs, d'autant que pendant l'été, Marie-Charlotte aurait appelé un ami et l'aurait supplié de lui fournir une petite fille de 5 ans. Elle a appelé cet ami de Ronnie en lui disant « S'il te plaît, trouve-moi une petite fille de 5 ans. Sinon, Ronnie va avoir des problèmes. » Son avocate, Revital Sweet, vous dira que Marie, en fait, ne répétait que ce que Ronnie lui demandait de dire à cet ami. Mais elle ne savait rien de tout ça. La police, elle, pense que Marie savait parfaitement pourquoi elle devait, dès que possible, trouver une petite fille afin de montrer à la police « Voilà, c'est ma Rose, ne vous inquiétez pas et laissez Ronnie tranquille. » Marie-Charlotte savait. Les policiers en sont convaincus depuis le début de l'enquête. Et même si c'était un accident, comment ont-ils pu continuer à vivre comme si de rien n'était ? Leur vie après la mort de la petite, après tout ça, ils vivaient de la même manière qu'auparavant. Ils s'occupaient très bien des 2 autres petites filles. Ils faisaient des promenades le long de la plage, prenaient des photos de cette famille heureuse. Alors qu'ils portaient ce terrible secret en eux, ça n'a rien changé à leur vie. Des photos prises en bord de mer. Ça n'en fait pas des criminels, me direz-vous. Après tant de mois d'enquête, ils n'ont rien. La police ne sait pas quand ça s'est passé, quel jour. Ils ne savent pas comment elle a été tuée. Ce n'est pas écrit dans l'acte d'accusation. Attendez, c'est une affaire de meurtre. Comme aucun élément dans le dossier ne montre, ne dit ou ne prouve que Ronnie Ron l'a tuée avec préméditation, et non par accident comme il le dit, mais laissons Ronnie Ron, ce n'est pas notre intérêt ou l'intérêt de Marie. Rien ne prouve en effet que Marie savait quoi que ce soit, qu'elle ait participé à quoi que ce soit ou qu'elle ait voulu quoi que ce soit.
Et c'est ce qui nous importe. C'est tout l'enjeu du procès, qui va s'étaler sur plusieurs mois. La police a sa conviction maintenant, la cour devra juger les faits. Il y a deux éléments dans le procès qui sont importants à mon avis. Ça va être d'abord, est-ce que Marie est impliquée, complice de la mort de Rose? Donc ça c'est quand même très important. Ou est-ce que c'est seulement Ronnie qui a commis ce meurtre? Et concernant Ronnie, ou concernant les deux d'ailleurs, est-ce que c'est un accident? Et la façon dont il s'en est débarrassé, pourquoi de cette manière-là? C'est pas cohérent, ça ressemble plus à un meurtre prémédité. C'est la théorie de la police en tout cas. Donc voilà, c'est les deux points. Est-ce que Marie est coupable aussi? Et est-ce que c'est un accident ou est-ce que c'est un meurtre prémédité? Ronnie et Marie-Charlotte encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Leurs deux petites filles ont été placées en famille d'accueil en attendant l'issue du procès. Un procès sans précédent en Israël. Je sais qu'en Israël, ça a été très dur pour la population d'entendre et surtout de voir toutes ces images. Notamment pour les croyants en Israël. C'est inconcevable, c'est contre les 10 commandements et pour tout le monde d'ailleurs, religieux ou non religieux. C'est terrible et impossible à concevoir. Je pense que c'est tout cela qui donne un caractère exceptionnel à ce procès. Hormis le fait que la victime soit une jolie petite fille, je pense que c'est cette dimension qui en fait une affaire tellement choquante et tellement différente de toutes les autres affaires de meurtre qui ont eu lieu en Israël. Et notamment les meurtres d'enfants. C'est qu'on est dans un pays où c'est la religion du père. Le christianisme, c'est la religion du Fils. Et justement, avant de venir, là, je lisais l'histoire d'Abraham. Je relisais l'histoire d'Abraham. C'est exactement ça. C'est quand Abraham prend le nom de Abraham, il y a quelque chose à voir avec la place du père, justement. Et ensuite, Isaac, son fils, et il ne va pas tuer son fils, mais il va sacrifier. C'est-à-dire, il passe par le symbole, heureusement, mais ça a valeur de tuer le fils pour se proclamer père. Bon. Donc il y a quelque chose là comme ça, mais sauf que ça passe pas dans le symbolique là. La petite Rose a été inhumée en région parisienne, où vivent Benjamin, son père et ses grands-mères. L'enterrement s'est déroulé en présence de représentants de la communauté juive en France et de policiers israéliens. Une protection à laquelle elle n'a pas eu droit pendant ces 4 années de courte vie, 4 années de calvaire. Ronnie avait-il l'intention de tuer sa petite fille, encouragée par Marie-Charlotte? C'est la conviction des policiers, mais ça n'est pas la version, vous l'avez compris, des accusés. La justice devra donc trancher. Mais d'ores et déjà, l'opinion publique les a jugés. À ses yeux, Ronnie est un monstre et Marie-Charlotte une mère criminelle. Pourtant, l'enquête également a montré ses faiblesses. On ne sait toujours pas quand ni comment la petite Rose est morte. À bientôt pour de nouveaux Faits Carl Zero sur 13e rue.